C'est devenu un simple quartier de Libreville. Mais un homme a combattu pour que ce nom ne soit jamais oublié. Aujourd'hui, si vous traversez le quartier Louis à Libreville, vous serez frappé par son énergie. Les lumières des boîtes de nuit clignotent jusqu'à l'aube, les rires résonnent des terrasses des restaurants, et la musique pulse des enceintes, emportant la foule dans une danse sans fin. Mais derrière cette agitation moderne, il y a une histoire plus ancienne, plus profonde. Car avant les routes, avant les immeubles, avant les lumières électriques, il y avait un village où les cases se serraient les unes contre les autres pour résister au vent salé de l'Atlantique. Un village fondé par un homme qui ne portait pas de couronne en or, mais dont l'influence résonne encore aujourd'hui. Cet homme, c'était Louis Dewey. Pour le comprendre, il faut remonter le temps. Retourner au 19e siècle, à une époque où les vagues de l'Atlantique frappaient les rivages du Gabon comme des tambours de guerre, où les forêts épaisses murmuraient encore les légendes des anciens. Là, sur ces côtes sauvages, vivait un homme nommé Anguiléré Dewey, mieux connu sous le nom de Louis Dewey. Louis n'était pas né roi, il était né pour le devenir. Fils du clan Agekaza Yanwondo, il est adopté par le roi Rogayoni, un geste rare, presque sacré. Son destin change à ce moment-là. Il n'était pas seulement l'enfant d'une lignée, il devenait l'héritier d'une vision, d'une puissance. Imaginez ce que cela signifie, être choisi, adopté, non par simple nécessité, mais pour porter un héritage, pour incarner une force. 1842, une date cruciale. Les Européens, avec leurs uniformes bien pressés, leurs canons et leurs bibles, posent le pied sur les côtes gabonaises. Le commandant français Boué Wilomez se présente. Il ne vient pas en ami, il vient en conquérant. Et que font les conquérants ? Ils écrasent, ils imposent, ils dévorent. Mais face à lui se dresse Louis Dewey. Pas un simple chef, pas un simple négociant. Un stratège, un diplomate, un homme qui comprend que le futur de son peuple se joue sur cette plage battue par les vents. Ils ne se battent pas avec des armes, mais avec des mots. Leurs regards se croisent, leurs intentions se devinent. Louis sait que refuser pourrait signifier l'anéantissement de son peuple. Accepter, c'est négocier une chance de survie. Choisir de signer, c'est choisir de se battre d'une autre manière, avec l'espoir que ses enfants, ses petits-enfants, marcheront encore libres sur cette terre. Alors, il signe. En 1842, il cède la souveraineté de son territoire, offrant aux Français la possibilité de s'établir sur la rive droite de l'estuaire du Gabon, un geste que certains auraient pu considérer comme une trahison, mais que lui voyait comme une stratégie. Par ce traité, il ouvre la porte à une nouvelle ère, mais il refuse de courber l'échine. Certains diront qu'il a cédé, mais en vérité, il a résisté d'une manière que peu auraient osé. Il a choisi de se battre autrement, de négocier pour mieux protéger. Un an plus tard, les Français construisent le fort d'Aumale, posant les fondations d'une domination qui allait s'étendre sur tout le Gabon. Louis déplace alors son village, créant un nouvel espace, un nouveau territoire, un symbole de résistance silencieuse. Parce que parfois, résister, c'est s'adapter, c'est reculer pour mieux avancer, c'est comprendre que la force brute ne gagne pas toujours, mais que l'endurance forge les légendes. Il meurt en 1867, enterré dans son village près de sa case. Certains disent que c'était la maladie, d'autres murmurent